Bonsoir à toutes et à tous, ravi de passer une heure en votre compagnie sur i24 News. Au menu de Regard Croisé ce soir, le Conseil de paix. Donald Trump l'a inauguré jeudi, une institution qui se veut efficace, rapide, décisionnelle, dotée de 10 milliards de dollars de départ, une structure parallèle, un contre-modèle assumé à l'ONU. La question ce soir est simple, sommes-nous en train d'assister à la naissance d'une diplomatie alternative ou à l'affaiblissement définitif du multilatéralisme ? Dans le grand angle, nous reviendrons sur le débat autour de la peine de mort en Israël, une peine qui n'a jamais été abolie mais qui n'a été appliquée qu'une seule fois. Depuis le 7 octobre 2023, le sujet est devenu brûlant. Justice ou vengeance, dissuasion ou danger de nouveaux enlèvements. Nous reviendrons sur une ligne de fracture morale et sécuritaire qui traverse Israël depuis sa création. Et dans le clin d'œil, nous parlerons de Ada. Elle a 91 ans, 38 livres à son actif et elle cartonne sur les réseaux sociaux. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors concrètement, à quoi ressemble ce Conseil de la paix inauguré jeudi par Donald Trump ? C'est l'image de la semaine. Dans une mise en scène très travaillée à Washington, Donald Trump a réuni jeudi diplomates, donateurs, responsables politiques et représentants d'États partenaires. Un décor solennel, un message offensif et surtout une promesse, 10 milliards de dollars pour faire la paix autrement. Regardez. Nous allons travailler en étroite collaboration avec les Nations Unies. Nous allons leur redonner un rôle central. Je pense que l'ONU a un très grand potentiel, mais elle n'a pas su l'exploiter jusqu'à présent. Concernant les 8 guerres, je ne les ai même pas consultées à leur sujet, alors que j'aurais dû le faire à chaque fois. Un jour, je ne serai plus là, mais les Nations Unies continueront d'exister. Je pense qu'elles deviendront alors beaucoup plus fortes. Un Conseil pour la paix supervisera presque l'ONU afin de s'assurer qu'elle fonctionne correctement. Nous allons renforcer l'organisation, améliorer ses infrastructures et lui apporter un soutien financier. L'objectif est de faire en sorte que les Nations Unies soient solides, efficaces et capables d'agir durablement. Pour en parler avec nous ce soir, Daniel Saada, ancien ambassadeur d'Israël en France, fin connaisseur des arènes diplomatiques européennes et internationales, ainsi que Alexandre Delval, géopolitologue, auteur de l'essai « Le nouvel ordre post-occidental, comment la guerre en Ukraine et le retour de Trump accélèrent la grande bascule géopolitique » paru aux éditions L'Artilleur. Bonsoir à tous les deux et merci d'être avec nous sur i24 News pour ce sujet ô combien important que ce Conseil de la paix. 47 pays étaient présents donc jeudi, pas tous membres de ce Conseil de la paix. Il y avait beaucoup d'observateurs notamment. Et puis cette question de la reconstruction de Gaza, c'est l'objectif premier de ce Conseil de la paix qui va s'élargir ensuite à d'autres. Je vais commencer avec vous, Alexandre Delval. On est tout de même loin de ce qu'espérait Donald Trump. Très peu de membres finalement, en tout cas pour l'instant, membres partenaires. Beaucoup d'observateurs ce jeudi. Oui, beaucoup d'observateurs, mais presque une trentaine de pays qui sont intéressés ou qui sont membres. C'est tout de même le double du Conseil de sécurité, si on parle de Conseil de sécurité élargi, pas les 5 permanents. C'est déjà énorme, le double du Conseil de sécurité. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que de nombreux pays musulmans, c'est très important de rappeler que c'est des pays musulmans, acceptent de faire partie de cette force de stabilisation internationale qui pourrait beaucoup plus efficacement qu'une force onusienne qui mettrait des années à être mise en place, essayer d'occuper le vide à Gaza et accompagner le travail de l'armée israélienne, même si c'est pas dit comme ça, pour essayer de démilitariser effectivement le Gaza et pas uniquement assister à un stockage d'armes comme le propose le Hamas. Moi, je pense que ça ne commence pas si mal que ça, cette réunion, puisque, je le répète, c'est le plus important. De nombreux pays musulmans vont être acteurs de cette institution, ce qui enlève l'idée selon laquelle tout ce qui serait entrepris exclurait la partie musulmane. Et ça ne peut être que des musulmans qui soient sur le terrain pour
accompagner le désarmement du Hamas. C'est très compliqué si ce sont des non-musulmans. Daniel Sada, Israël a décidé de rejoindre ce Conseil de la paix de Donald Trump. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, était d'ailleurs sur place. Israël y croit sincèrement au succès de ce Conseil de la paix, malgré la présence justement du Qatar ou de la Turquie. Israël ne voulait pas siéger dans une même institution que ces deux pays. Écoutez, la situation n'est pas idyllique, mais elle est quand même extrêmement positive pour nous, parce que je rappelle quand même souvent que il y a très peu, la déradicalisation, le désarmement de la bande de Gaza était une exigence israélienne uniquement. Personne au sein de la communauté internationale, évidemment pas à l'ONU, ne nous avait rejoint sur ce point. La seule chose que nous arrivions à obtenir dans le meilleur des cas, c'était un peu d'aide pour obtenir un cessez-le-feu avec le Hamas. Donc aujourd'hui, cette exigence israélienne qui date déjà depuis de longues années, à savoir de voir la bande de Gaza complètement démilitarisée, évidemment, il faut aller plus loin. Dans un second temps, il faudra aussi la déradicaliser. Mais déjà, dans un premier temps, ce désarmement et cette démilitarisation qui était prévue dans les accords d'Oslo devient aujourd'hui une préoccupation de la communauté internationale. Je rappelle également que, indépendamment de ce que le Conseil de la paix va essayer de mettre en place, il s'appuie sur une résolution qui a été votée par le Conseil de sécurité le 17 novembre dernier, la résolution 2803, qui a été votée pas à l'unanimité malheureusement. 13 membres ont voté pour et nos amis russes et chinois se sont abstenus. Donc il n'y a pas eu d'opposition. Donc c'est important de constater que grâce à l'effort du président Trump, il y a aujourd'hui un consensus international, notamment auprès des pays arabo-musulmans, pour pouvoir mettre en place ce que nous exigions depuis tant d'années. Ça, c'est pour le dossier Gaza. Il y a aussi évidemment cette volonté de Donald Trump de remplacer, ou en tout cas de superviser, de changer l'ONU. Pour comprendre justement cette initiative, il faut regarder ce qu'est devenu l'ONU aujourd'hui. Le président américain estime en effet que l'organisation ne remplit pas ses objectifs. C'est l'œil de l'expert. Et nous sommes en ligne avec Dina Rovner. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseillère juridique de UN Watch, une organisation qui analyse et documente les décisions des Nations Unies, notamment sur les questions relatives à Israël. À sa création, l'ONU était censée garantir la paix mondiale. Aujourd'hui, beaucoup estiment qu'elle n'a pas tenu cette promesse. Vous êtes d'accord? Well, that's a very big question. Eh bien, c'est une très grande question. Je pense que l'ONU est un organe composé de ses États membres, n'est-ce pas? Ces membres sont tous les États, pratiquement de manière universelle. Et lorsque vous avez des pays comme la République islamique d'Iran, qui opprime son propre peuple, le mois dernier encore, elle a massacré des dizaines de milliers de manifestants dans les rues, elle viole systématiquement les droits humains. Elle attise la guerre au Moyen-Orient. Elle est l'antithèse de la paix mondiale. Et pourtant, un pays comme celui-là se voit librement attribuer des honneurs à l'ONU. La semaine dernière encore, la République islamique d'Iran a vu son représentant s'exprimer devant la conférence du désarmement des Nations Unies, un pays qui, comme je l'ai dit, instigue la guerre et le terrorisme dans tout le Moyen-Orient. Cette semaine, le représentant du régime doit intervenir devant le Conseil des droits de l'homme. Ils ont également un représentant nommé au comité consultatif du Conseil des droits de l'homme qui siège actuellement. C'est un organe qui influence les politiques en matière de droits humains. Et ils ont aussi un représentant qui vient d'être élu au comité spécial de l'ONU sur la charte. Or, comme vous l'avez rappelé, la charte des Nations Unies vise à promouvoir la paix dans le monde. Donc lorsqu'un pays comme celui-là obtient des positions d'influence sur les droits humains, alors oui, je pense que cela sape le rôle de l'ONU comme gardienne de la paix mondiale. Cela mine la crédibilité et l'autorité morale de l'ONU, sans aucun doute. Quel est selon vous le plus grand problème dans le fonctionnement justement de l'ONU? Beaucoup reprochent de condamner régulièrement Israël tout en fermant les yeux sur des régimes autoritaires. Je pense que cela touche au cœur du problème. La vérité, comme je l'ai dit, c'est que l'ONU est un organe composé de ses membres. En fin de compte, c'est un organe politique.
On voit très clairement les effets de cette réalité dans le contexte israélo-palestinien parce qu'il y a de nombreux intérêts en jeu à l'ONU. Il existe tout un système de blocs où les pays votent selon leurs alliances avec des intérêts divergents. Dans le contexte israélo-palestinien, on voit à quel point l'ONU est devenue politisée, au point d'adopter le narratif palestinien et de prioriser les victimes palestiniennes. Et bien sûr, le résultat est que cela nuit à l'efficacité de l'ONU. On l'a vu très clairement ces 2 dernières années avec la guerre à Gaza. L'ONU a été inefficace. Elle a été inefficace dans la distribution de l'aide humanitaire à Gaza. Elle n'a pas défendu les victimes israéliennes. Dans l'ensemble, elle a ignoré les otages, ignoré les crimes sexuels du Hamas. Elle a été très rapide à accuser Israël des pires crimes. Génocide, apartheid, famine, tout en ignorant les violations du Hamas et son rôle dans ces problématiques, y compris dans l'absence de distribution efficace de l'aide humanitaire aux populations dans le besoin. UN Watch a joué un rôle déterminant en montrant comment l'UNRWA et son système éducatif ont été totalement infiltrés par le Hamas. Nous avons révélé que des hauts dirigeants du Hamas, Souheil al-Hindi et Fatih Sharif, dirigeaient les syndicats du personnel à Gaza et au Liban, supervisant en réalité l'éducation de centaines de milliers d'élèves palestiniens. C'était contrôlé par le Hamas. Et cette situation ne s'est pas arrêtée lorsque ces 2 individus ont quitté leurs fonctions. Elle continue car leurs successeurs sont également des hauts responsables du Hamas. Donc oui, nous voyons à quel point l'ONU est profondément politisée dans le contexte israélo-palestinien. La vraie question est de savoir si l'ONU peut être réformée. Oui, c'est la question à $1 million. L'ONU peut-elle être réformée? Je pense que l'on observe cette politisation, comme je l'ai dit, particulièrement dans le contexte israélo-palestinien. Et cela mine en définitive la crédibilité et l'autorité morale de l'ONU dans son ensemble. Même si l'ONU accomplit de bonnes choses ailleurs, et il y a de nombreuses organisations onusiennes, l'Organisation mondiale de la santé, le Programme alimentaire mondial, l'UNICEF, qui peuvent faire un travail très utile dans d'autres régions du monde. Le simple fait que l'ONU accorde une attention disproportionnée à Israël, applique des doubles standards et consacre autant d'énergie à condamner Israël, signifie que cela détourne des ressources d'autres conflits. Je ne peux pas répondre à la question de savoir si l'ONU peut être réformée ou non, mais je pense qu'il est nécessaire que d'autres acteurs interviennent, notamment dans le contexte israélo-palestinien, car nous avons vu que l'ONU n'est pas efficace. Merci beaucoup Dina Rovner pour votre éclairage. Daniel Saada, Alexandre Delval, je reviens vers vous. D'abord avec vous, Alexandre Delval, est-ce que le Conseil de la paix de Donald Trump pourrait réussir là où l'ONU a échoué si on dépasse évidemment l'objectif Gaza et qu'on va plus loin dans les objectifs de Donald Trump? Oui, à condition que cette force de stabilisation internationale, la FIS, ait quand même un peu plus de prérogatives qu'une finule bis, parce que il a été dit que cette force ne pourrait pas avoir une implication militaire directe, alors elle servira à rien. Mais s'il est possible que cette force ait un peu plus d'efficacité que des troupes de l'ONU qui en général arrivent après la bataille ou qui assistent aux échanges de tirs sans pouvoir répondre, ça va pas être extrêmement efficace. Mais je pense que ça va être facile de faire mieux que l'ONU. Il suffit de voir qu'est-ce qu'a réussi l'ONU. Quel génocide, quelle guerre, quel massacre l'ONU a-t-elle empêché? Et ça, c'est la vraie question. Donc ça va être, à mon avis, presque certain que ce Conseil de la paix à Gaza fera mieux que l'ONU, puisque l'ONU a participé au problème, elle faisait partie du problème en étant
ça a été dit, derrière l'UNRWA d'une manière assez obscène, même de manière assez radicale. Elle a même empêché la distribution des aides humanitaires du Haut Commissariat pour Gaza, qui avait été mis en place par des financiers convoqués par M. Trump. Et ce Haut Commissariat pour distribuer des repas à Gaza avait donné beaucoup d'espoir. Et l'UNRWA a tout fait pour empêcher, pour discréditer et empêcher le bon fonctionnement de cette organisation humanitaire. Daniel Sada, est-ce qu'on peut espérer que le Conseil de la paix de Donald Trump soit moins biaisé, moins polarisé sur la question, par exemple, israélo-palestinienne ? C'est non seulement l'espoir, mais je crois que c'est presque la raison d'être de cette nouvelle organisation. Si le président Trump est arrivé à la conclusion, comme il l'a dit dans son discours d'investiture, mais comme il avait également dit lors du forum de Davos, où il avait officiellement élargi les prérogatives de ce qui, au départ, devait traiter la question de Gaza simplement à l'ensemble des problèmes de la planète aujourd'hui, un conseil international. C'est justement parce que l'ONU a failli, comme on vient de le dire. Il n'y a quasiment pas un conflit, en tout cas dans l'histoire de notre conflit. Toutes les résolutions que nous avons pu obtenir de cessation de belligérance, de cessation de guerre ou d'accords que nous avons signés avec nos partenaires arabes, n'ont toujours été en dehors de l'ONU. Je rappelle d'ailleurs que l'ONU avait condamné les accords de Camp David avec l'Égypte en 1979. Donc l'exemple montre bien, l'exemple du conflit israélo-palestinien montre bien, israélo-arabe et israélo-palestinien montre bien la faillite totale de l'ONU. Vous savez, j'ai été ambassadeur au Congo, en République démocratique du Congo. Il y a là-bas la force de l'ONU la plus importante, la MONUSCO. Depuis plus de deux décennies, elle est active dans l'est du pays. Et pourtant, depuis ces 2 dernières décennies, la plupart des observateurs parlent aujourd'hui, on aurait dépassé les 2 millions de morts dans cette région. Donc on voit bien qu'il y a une véritable faillite des institutions de l'ONU. Et un peu comme toujours, vous savez, le canari dans les mines qui annonçait le coup de grisou, eh bien la question d'Israël et le conflit israélo-palestinien sont là pour tirer la sonnette d'alarme sur un système qui ne fonctionne absolument pas. Alors je voudrais à présent que l'on se penche sur un acteur important de l'ONU et qui refuse dans sa majorité de participer au Conseil de la paix. C'est l'Europe, c'est notre prise de vue. Déborah, bonsoir. Déborah Benayoun, bonsoir. On va prendre l'exemple de la France, puisque c'est ce qui est le plus proche et ce qui est le plus connu de nos téléspectateurs. La France qui est viscéralement attachée à l'ONU. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Noël Barrot. Oui, le ministre des Affaires étrangères qui était interrogé par une députée LFI à l'Assemblée nationale la semaine dernière en ce qui concerne les propos de Francesca Albanese, la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens. Alors, on rappelle qu'elle avait qualifié Israël d'ennemi commun de l'humanité quelques jours plus tôt, ce qui n'a pas plu à plusieurs chancelleries européennes, dont la France. Paris a demandé la démission de la rapporteure et c'est ça qui a valu à Jean-Noël Barrot des critiques de la part de LFI. L'occasion pour lui donc de souligner l'attachement de la France à l'ONU. Je vous propose d'écouter un extrait de ses propos. L'année dernière, la France a soulevé des interrogations et a exprimé des regrets lors de sa reconduction par les Nations Unies parce qu'elle dessert cette organisation à laquelle nous sommes viscéralement attachés. Des propos très clairs. Et on sent, Déborah, une sorte de schizophrénie de la part de Paris. Oui, parce que viscéralement attaché, c'est quand même très fort comme propos. Dans ce contexte, il faut quand même rappeler le rôle de la France à l'ONU. C'est l'un des membres fondateurs de l'organisation internationale, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies depuis 1945, qui dispose d'un droit de veto et qui finance à hauteur de presque 3,5% du budget, ce qui représente plus de 3,5 milliards de dollars. Donc on voit ici que le chef de la diplomatie dénonce les failles d'une représentante de l'organisation. Mais en parallèle, il ne se détache pas complètement de l'organisation elle-même. Ça peut sembler évidemment un peu paradoxal. Alors, preuve que le sujet est tout de même sensible, il n'y a que 2 pays de l'Union européenne qui ont accepté l'invitation de Donald Trump au Conseil de la paix. C'est la Hongrie et la Bulgarie. 5 autres, l'Italie, la Roumanie, la Tchéquie, la Grèce et Chypre, ont quant à eux envoyé des représentants pour participer seulement en tant qu'observateurs. On le voit bien, la France n'est pas dedans. Et l'Union européenne a, elle, participé à la réunion. Mais la France a
estimé qu'elle n'aurait pas dû, en ce qui concerne la Commission européenne, parce qu'elle n'avait pas, je cite, de mandat du Conseil des ministres de l'Union européenne. Donc on voit bien que le sujet reste sensible en Europe. Effectivement, merci Déborah. Alexandre Delval, Daniel Saada, je reviens vers vous. D'abord avec vous, Daniel Saada, on a l'impression que l'Union européenne, la France en particulier, est tellement attachée à l'ONU qu'elle ne voit pas une autre solution. Finalement, pourquoi cet attachement à l'ONU, au-delà évidemment de l'histoire? La France fait partie de l'Union européenne, l'Europe fait partie de la construction de l'ONU. D'abord parce qu'aujourd'hui, la France, depuis le Brexit, se trouve être le seul membre permanent européen du Conseil de sécurité. Donc elle s'estime, j'imagine, elle s'estime être aujourd'hui la voix de l'Europe au sein de ce Conseil de sécurité de l'ONU qui est, vous le savez, l'organe le plus important, le seul organe qui a une capacité opérationnelle, décisionnelle au sein de toutes les agences de l'ONU. Donc renoncer à cette fonction, à ce rôle, est quasiment impossible. On ne peut pas l'imaginer pour un pays comme la France qui rêve toujours d'universalisme et de prédominance internationale. La deuxième raison, c'est que il y a, je crois, au sein de la diplomatie française, une sorte d'atavisme autour de ce multilatéralisme qui a été fondé après la Seconde Guerre mondiale, mais dont on refuse de voir aujourd'hui l'échec le plus total. Alors oui, il y a eu ce soubresaut et cette agréable surprise de voir l'attitude française à propos de la rapporteure spéciale pour les territoires palestiniens et cette demande de démission qui, moi, à titre personnel, m'a beaucoup étonné. Je ne pensais pas que la France irait si loin et j'en suis agréablement surpris. Mais je crois qu'il y a, malgré tout, au sein de la diplomatie française, un attachement viscéral, le ministre l'a dit d'ailleurs, à ce multilatéralisme qui ne fonctionne plus et pour lequel la France n'a pas aujourd'hui vocation à le remplacer parce qu'elle sait que dans une nouvelle alternative, elle risque de perdre la place prépondérante qui est la sienne, comme je l'ai expliqué auparavant, à savoir être la voix de l'Europe au sein du Conseil de sécurité. Alexandre Delval, est-ce que l'Europe et la France défendent l'ONU par conviction historique ou parce qu'elles n'ont tout simplement pas d'autres leviers diplomatiques, comme le semble le dire Daniel Saada? Oui, je suis assez d'accord, mais je pense aussi que la France agit d'une manière idéologique, c'est normal. Regardez, les deux seuls pays qui sont présents au Conseil de la paix sont des pays qui ont une attitude, un positionnement idéologique proche de Trump, qui sont parrainés, appuyés, qui sont très, très proches de Trump et de toute son équipe et de J.D. Vance, etc. Et les pays qui s'abstiennent sont en conflit avec cette idéologie. Et la France, on peut dire, aujourd'hui, c'est le chef de file du supranationalisme. Ça va encore plus loin que le multinationalisme. Aujourd'hui, Macron voudrait une souveraineté européenne qui va totalement à l'encontre du principe de souveraineté nationale qui est fondateur à la fois du principe des relations internationales et qui est fondateur aussi de l'Union européenne. Normalement, ce sont les États souverains. Macron rêve d'une désouverainisation des États et d'une souverainisation du supranationalisme, que l'Union européenne devienne une fédération qui aurait donc une capacité d'agir comme acteur unique, comme un État européen. Ce qui n'est absolument pas possible. Certains peuvent le souhaiter, mais c'est pas possible. Donc, à ce titre, Macron et son équipe ne peuvent absolument pas cautionner le retour, en fait, des nations. Ce que veut acter Trump, c'est ce qui se fait dans la réalité. Tout ce qui est concret est fait par des États-nations. Mais lui, il veut acter cela, il veut le formaliser, il veut prendre acte du fait que seuls les États-nations, sont des acteurs des relations internationales. On peut le nier par idéologie, mais c'est un fait. Et donc la France, qui est la matrice de l'idéologie, c'est un pays qui a toujours incité les peuples dans l'idéologisation, c'est un pays d'idées. L'idéologie française aujourd'hui multilatérale et supranationaliste, qui veut faire totalement changer l'Union européenne, est le plus grand obstacle aujourd'hui, va essayer d'être un obstacle au projet de Trump de resouverainisation et de remise au centre du rôle de l'État-nation, de l'acteur unique des relations internationales. Alors, messieurs, il nous reste 1 minute 30, donc 45 secondes chacun pour conclure. Est-ce que le Conseil de la paix de Donald Trump a des chances de succès? On va commencer par vous, Alexandre Delval.
Oui, je pense que ce Conseil de la paix a des chances de réussir. Je ne le dis pas par idéologie, je ne suis pas un Trumpiste avéré, mais je pense que le fait de remettre au centre l'acteur national, étatique, forcément sera beaucoup plus efficace que ce que De Gaulle appelait le machin, qui est tout à fait louable par ailleurs, l'ONU qui n'a jamais rien réglé. Daniel Saada? Mais je constate que pour ce qui relève de la bande de Gaza, le Conseil de la paix envisage de faire exactement ce que la conférence de Potsdam avait fait à l'issue de la Seconde Guerre mondiale à propos de l'Allemagne nazie, à savoir la déradicalisation, la démilitarisation et la construction d'un édifice qui permette de stabiliser cette région et de la déradicaliser. Donc je ne peux que souhaiter et acter qu'en effet, nous avons l'espoir de voir ce Conseil de la paix réussir. Merci beaucoup Daniel Saada et Alexandre Delval d'avoir croisé vos regards ce soir. On marque une pause, on se retrouve après pour le grand temps consacré ce soir à la peine de mort en Israël. Restez avec nous. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrat Azorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. Chaque être humain porte en lui les talents que Dieu lui a donnés et mérite d'être vu et écouté comme tel. Chez Optical Center, bien voir c'est privilégier ce qui nous unit et bien entendre nous amène à bien nous entendre pour construire des relations de confiance. Ensemble, continuons à bâtir une humanité plus solidaire, capable chaque jour de voir le beau et d'entendre le bien en chacun. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unité mobile, don du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Danse, musique et magie vous plongent dans l'histoire de Jérusalem. This is Jérusalem, une comédie musicale inoubliable où le passé et le présent se rencontrent. Bienvenue au cœur de la ville la plus convoitée au monde. This is Jérusalem, une expérience unique seulement au Kikara Musica. Réservez vos places dès maintenant sur thisisjerusalem.co.il. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamy Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, Dubaï explose. Croissance exceptionnelle, fiscalité avantageuse, sécurité incomparable et une rentabilité unique au monde. Entourés des meilleurs experts, nous chassons sur place et à vos côtés les opportunités les plus prometteuses. À Dubaï, mais aussi à Miami, Tel Aviv et Paris. Vous voulez investir intelligemment? Sécuriser votre avenir dans les plus belles villes du monde? David Jamy Group, Real Estate Opportunities. Innovation est de retour sur i24 News. Chaque semaine, nous vous emmènerons à la découverte de celles et ceux qui font demain, ici, au cœur de la Startup Nation. Santé, mobilité, culture, agriculture, ici l'innovation n'est pas un mot-clé, c'est un mode de vie. Innovation, c'est le rendez-vous des idées qui osent et qui fonctionnent. Rendez-vous chaque semaine pour découvrir ensemble les coulisses de l'innovation Made in Israël. Innovation, tous les mardis, sur i24 News. Du Jourdain à la mer, un État juif, un État arabe ou les deux? Ça se débat.
génocide, apartheid, terrorisme d'État. Israël accusé de tous les maux, ça aussi, ça se débat. Les Juifs bientôt chassés d'Europe. Sujet sensible, mais ça se débat. Ici, on ne bavarde pas, on s'affronte, on se confronte. Ça se débat du lundi au jeudi en direct sur i24 News. Et si vous n'êtes pas d'accord, venez en débattre. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, merci à ceux qui sont restés pour cette seconde partie de Regards croisés. On va s'intéresser à la peine de mort en Israël. Une proposition de loi est sur la table de la Knesset. Il faut comprendre que la peine capitale existe dans le droit israélien, mais elle n'a plus été appliquée depuis Adolf Eichmann. Et le débat autour du texte est récurrent depuis l'indépendance du pays, c'est-à-dire depuis 1948 et même avant. Déborah Benayoun signe le grand angle de la semaine. Techniquement, Israël pourrait être qualifié d'abolitionniste. Dans sa politique n'est pas d'appliquer la peine capitale. Pourtant, celle-ci existe toujours dans les textes de loi, et ce, depuis sa création. Pour comprendre, il faut remonter au mandat britannique, avant l'indépendance de l'État d'Israël. À l'époque, les Britanniques appliquent le code pénal de 1936, basé sur le droit anglais. La peine de mort est obligatoire pour tout condamné pour meurtre. Elle peut être infligée pour des atteintes à la sécurité, comme le port d'armes sans permis. 150 personnes auraient été exécutées par pendaison entre 1920 et 1948. À sa création en 1948, Israël hérite des lois britanniques. La peine de mort reste donc en vigueur jusqu'en 1954, le temps que l'État vote ses propres lois pour la remplacer. Au cours de cette période, le pays fait face à une forme de dilemme moral entre la loi écrite héritée des Britanniques et sa volonté politique. Les juges continuent de condamner à mort car la loi les y oblige, mais les condamnations sont commuées en peine de prison à vie. Le traumatisme de la Shoah reste aussi très présent. Pour les fondateurs de l'État, dont beaucoup étaient des survivants ou des réfugiés d'Europe, l'idée que l'appareil d'État puisse légalement tuer un être humain était devenue insupportable. La valeur de la sainteté de la vie passe désormais au premier plan de l'identité nationale. Le 16 février 1954, la Knesset vote la suppression de la peine de mort pour le crime de meurtre de droit commun. À la Knesset, les débats sur l'abolition de la peine de mort sont longs, mais apolitiques. Ils se basent sur la tradition juive, mais aussi sur des considérations morales universelles et son incapacité démontrée à dissuader les criminels. La peine de mort est toutefois maintenue pour des cas exceptionnels, les crimes de haute trahison en temps de guerre et coopération avec l'ennemi, pour atteinte grave à la sécurité nationale ou encore pour les crimes perpétrés par les nazis. C'est d'ailleurs en vertu de cette exception que le criminel de guerre nazi Adolf Eichmann est jugé et exécuté par pendaison le 31 mai 1962. Son appel contre sa condamnation pour génocide du peuple juif est rejeté par la Cour suprême. De plus, le président Yitzhak Ben-Zvi refuse sa demande de grâce. Le débat sur la peine de mort en Israël revient régulièrement dans l'actualité, notamment dans les dossiers de terrorisme. En mars 2011, l'assassinat de la famille Fogel, incluant 3 enfants dans l'implantation d'Itamar, provoque une onde de choc immense. Face à la cruauté de ce crime terroriste, plusieurs ministres et députés, notamment de droite, réclament publiquement la peine de mort pour les 2 auteurs de l'attaque. Les juges y songent sérieusement, mais finalement y renoncent. Les coupables sont condamnés à de multiples peines de prison à perpétuité. Nouvelle étape, en 2018. Avigdor Lieberman, alors ministre de la Défense, porte un projet de loi visant à faciliter la condamnation à mort pour les terroristes. En janvier, la Knesset se prononce en faveur de cette loi en lecture préliminaire. Mais ce projet n'ira jamais au bout du processus, en raison de l'opposition du Shin Bet, mais aussi de réserves du Premier ministre Benyamin Netanyahou. 5 ans plus tard, en mars 2023, la question de la peine de mort revient avec encore plus de vigueur. Cette fois, c'est Itamar Ben-Gvir qui est à la manœuvre. La proposition est encore plus radicale. Le projet vise à rendre la peine de mort obligatoire pour certains actes terroristes. La peine s'appliquerait à quiconque tue un citoyen israélien dans le but de nuire à l'État d'Israël et à la renaissance du peuple juif sur sa terre. Comme en 2018, il propose qu'un tribunal militaire puisse prononcer la sentence à la majorité simple des juges au lieu de l'unanimité. Le projet est approuvé en première lecture avec une majorité de 55 voix pour et 9 contre. Et depuis le 7 octobre 2023, le sujet est devenu explosif. Les discussions sur la proposition d'Itamar Ben-Gvir reprennent en septembre 2025, malgré la crainte qu'un tel projet puisse nuire aux otages toujours à Gaza. Début novembre, alors que tous les otages vivants sont rentrés en Israël, un nouveau vote a lieu en commission.
Une semaine plus tard, la Knesset en séance plénière approuve la loi en première lecture avec une majorité de 39 voix pour et 16 voix contre. Après une opposition de longue date, le chef du Shin Bet, David Zini, informe le gouvernement que le service soutient désormais la peine de mort pour les terroristes. Et malgré le choc des massacres du 7 octobre dans l'opinion publique, les avis restent mitigés. Les partisans de la peine de mort estiment qu'après de nombreuses années de prison, un terroriste ne change pas et que le risque reste grand après sa libération. Ils considèrent également qu'une peine plus sévère est plus dissuasive et que l'État d'Israël doit se montrer intransigeant avec les terroristes. Enfin, les Israéliens ont en mémoire l'accord Shalit qui a mené à la libération de plus de 1000 prisonniers en échange du jeune soldat en 2011. La peine de mort permettrait donc, selon les soutiens du projet, de solutionner le problème des enlèvements de soldats et des accords de libération de prisonniers. Les opposants estiment au contraire qu'une telle proposition pourrait entraîner des prises d'otages. Argument central, si un terroriste est condamné à mort, son organisation cherchera par tous les moyens à empêcher l'exécution. Ils avancent que pour les terroristes, le moyen le plus efficace serait justement d'enlever des soldats ou des civils israéliens pour les utiliser comme monnaie d'échange. La peine capitale deviendrait ici un moteur d'insécurité. Une question qui est largement revenue sur le devant de la scène lors des négociations pour la libération des otages depuis le 7 octobre. Autre argument formulé par les partisans de la peine de mort, la dissuasion. Pour la maintenir et rendre justice, certains estiment qu'il faut s'assurer que ces individus ne puissent plus nuire à l'avenir. Du côté des opposants, on considère justement que la peine capitale ne serait pas dissuasive. En effet, aucune étude concluante ne permet de l'affirmer avec certitude. D'autant que les terroristes n'ont pas peur de mourir dans les attentats qu'ils commettent. Par ailleurs, il y a aussi ceux qui seront chargés de l'exécution. L'association médicale israélienne a rejeté toute participation des praticiens aux mises à mort, que ce soit activement ou passivement. Le processus législatif est encore loin d'être terminé puisque le texte doit retourner en commission puis être examiné et voté en deuxième et en troisième lecture. Mais nul doute que le sujet sera évoqué lors de la campagne électorale de cette année. Un sujet difficile qui provoque aussi le débat au sein même de la société israélienne. Avec moi en plateau toujours Déborah Benayoun, mais nous ont rejoint deux avocats, Yom Tov Khalfon et Philippe Koskas. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de croiser vos regards ce soir concernant ce sujet passionnant mais quand même très difficile à traiter. Tout d'abord, pourquoi le gouvernement israélien a-t-il décidé de réformer cette loi qui existe, qui est là et qui aurait pu être appliquée, un besoin peut-être de s'assurer qu'elle soit appliquée, puisque jusqu'ici, ça n'a pas été le cas. On va commencer par vous, Philippe. Moi, je crois qu'il y a eu, évidemment, le 7 octobre influencé. Bien entendu, ça a changé un climat de manière totale. Il faut expliquer à nos auditeurs que... on n'est pas dans les débats qui animaient Robert Badinter lorsqu'il a annulé la peine de mort en France. Pas du tout. Là, on parle de crimes qui ont été faits, des crimes de masse qui ont été faits, de 1200 Israéliens qui ont été assassinés. Et donc, évidemment, ça a donné une onde de choc dans le pays. Et ça remet à jour ce qui était, à la limite, on a toujours... vous l'avez bien relevé d'ailleurs dans votre reportage, tout le monde hésite un petit peu. Vous n'avez jamais, même au sein des camps religieux, des camps de gauche, des camps de droite, en fait, ça croise à peu près les partis politiques. Est-ce qu'on est pour ou contre cette peine de mort? Parce qu'elle peut avoir des effets, j'allais dire, des effets de balancier qui peuvent être très difficiles. Vous l'avez bien soulevé dans votre reportage. Moi, ce que je crois, c'est que donc il y a eu, et puis il y a eu également, et ça il faut le dire, il y a eu une sorte de démagogie du ministre Ben-Gvir de vouloir, j'allais dire, sortir. Vous avez bien vu, il a distribué des baklawas en faisant un clin d'œil aux Palestiniens qui distribuent des baklawas et des douceurs lorsque des citoyens israéliens sont assassinés. Donc il y a évidemment une tentative un petit peu démagogique du ministre de vouloir faire passer une loi qui juridiquement, on en parlera sûrement avec Yom Tov, mais qui est juridiquement très problématique et qui cache un petit peu la sérénité d'un débat qu'on pourrait avoir sur la peine de mort. Justement, le débat n'est pas tant sur la peine de mort elle-même, mais il existe, cette loi existe, elle existe. C'est sur l'obligation des juges d'appliquer cette peine de mort, Yom Tov. Alors vous avez raison, elle existe, mais elle est un peu restée lettre morte. Comme ça a été très bien signalé dans votre reportage, même dans un des cas qui était, on va dire, un des cas les plus évidents de la peine de mort, c'est le cas donc de l'assassinat de la famille Fogel, où ces deux terroristes palestiniens sont rentrés dans une maison et ont égorgé des hommes, des femmes, des enfants, quelque chose qui ressemble à un crime contre l'humanité. Et dans ces cas-là, malgré que la loi existante permettait d'appliquer la peine de mort contre ces terroristes, les juges sont arrivés à la conclusion de ne pas l'appliquer.
Donc, si vous voulez, la nécessité de réformer, elle vient de là. Les députés qui veulent réformer se disent, si dans le cas le plus extrême, comme le cas de la famille Fogel, les juges n'en sont pas arrivés à appliquer la loi, il faut donc réformer la loi. Et la réforme proposée est de changer le système d'unanimité. Jusqu'à présent, en fait, il faut l'unanimité des juges pour qu'il y ait la peine de mort et transformer ça en majorité. Que si c'était le cas, par exemple, pour la famille Fogel, il y avait, oui, une majorité des juges qui étaient pour la peine de mort, mais pas l'unanimité. Et donc, c'est d'où la nécessité de réformer. Après, comme ça a été très bien dit par Philippe, le ministre Ben Gvir a voulu élargir ça. C'est-à-dire que la loi d'Israël Beiteinu, de Lieberman, était juste sur ce cas-là de l'unanimité ou pas unanimité des juges. Et Ben Gvir veut élargir ça aussi au code pénal et donc de transformer ça en automatisme. Et je suis d'accord qu'à ce niveau-là, il risque de se heurter par la suite à la Cour suprême qui pourrait retoquer la loi s'il y a un système d'automatisme, car cela voudrait dire qu'on remet en cause même le droit des juges d'avoir une opinion sur le cas. Alors justement, on parle de Itamar Ben Gvir puisque c'est lui qui fait avancer cette loi et pas le seul. Il y a aussi une députée de Israël Beiteinu, donc le parti d'Avigdor Lieberman, à l'initiative de cette loi qui pose déjà un problème aussi pour Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui tente de l'adoucir un petit peu justement sur ce volet de la liberté des juges. Mais revenons aux arguments de base de ceux qui s'opposent à cette peine de mort. Ils disent que ça va encourager des enlèvements. C'est ce que disait Deborah Benayoun dans son reportage, de nouveaux enlèvements d'Israéliens pour essayer d'extraire de cette peine de mort. Vous êtes d'accord, Philippe? C'est un argument qui se tient finalement? Tous les arguments se tiennent, toutes les réponses sont bonnes. Parce que j'allais dire, face à un terroriste qui vient, et en fait, parce qu'on sait très bien que ces terroristes, ils sanctifient la mort. On voit bien les mères de ces mêmes terroristes qui sont tués, elles-mêmes, elles distribuent les baklawas. Donc, si vous voulez, on est face à une société, la société palestinienne, qui sanctifie la mort. Donc, évidemment, c'est très difficile de traiter, j'allais dire, un problème politique avec des outils correctionnels. C'est très difficile. Alors, on en est à ces stades-là où on sait que si le but de la loi pénale, c'est de corriger, on sait qu'on n'arrivera pas à corriger, on le sait déjà. Par contre, si c'est pour se défendre, et là on en vient le double argument, est-ce que le fait de condamner quelqu'un à mort, ça va attiser les prises d'otages d'Israéliens pour essayer de le monnayer? Et à ce moment-là, cette personne-là qui sera rendue, ce sera un héros national du côté palestinien. Ou de l'autre côté, d'un autre côté, vous avez l'autre côté, c'était Sinwar. Sinwar a vécu dans les prisons israéliennes, dans les geôles israéliennes, il a appris la mentalité israélienne, il parle hébreu, et regardez ce qu'il est devenu. Donc si vous voulez, j'allais dire, toutes les réponses sont bonnes ou toutes les réponses sont mauvaises. Moi, j'aurais tendance à dire, un peu ce que disait Yom Tov, je pense qu'il faudrait essayer de la loi qui existe, il faut trouver des mesures d'applicabilité. Et qu'il y avait vraiment un paradigme qui est tombé le 7 octobre qui peut permettre l'exécution de la peine de mort telle qu'elle a été prononcée dans les années 50. Alors, je vais jouer l'avocate de ceux qui s'opposent à cette peine de mort. Yom Tov, que faire de la morale et de la tradition juive où, dans des cas exceptionnels uniquement, on a recours à la mise à mort, à la peine de mort. Est-ce que dans ce cas des terroristes, on est dans cette mesure exceptionnelle? On voit, il y a des centaines de terroristes dans les geôles israéliennes aujourd'hui qui devraient donc normalement être condamnés à mort. Vous avez raison au niveau de la tradition juive, puisque le Talmud nous dit qu'un tribunal qui condamne à mort tous les 7 ans et selon certaines opinions, tous les 70 ans, est considéré dans le Talmud comme un tribunal criminel. Donc c'est pour dire que le Talmud n'est pas pour, la tradition juive n'est pas pour la peine de mort. Mais il faut faire la distinction. On parle de la peine de mort dans le cadre du délit de droit commun, dans le cadre du meurtre en société. Ce n'est pas dans le cadre d'une volonté de destruction, dans le cadre d'une guerre où c'est un ennemi qui vient donc d'un endroit étranger, qui pénètre le territoire israélien, comme ça a été le cas le 7 octobre, et qui vient nous assassiner. Là, on n'a pas besoin d'aller dans le Talmud, on va dans la Torah, dans la Bible, où il y a écrit « Celui qui se lève pour t'assassiner, lève-toi toi le premier et va l'assassiner toi-même ». C'est ce qui est écrit dans la Bible, dans la Torah. Donc, vous voyez, on n'est pas il y a un distinguo de la peine de mort, j'ai envie de dire, qui aurait pu être, qui existait jusqu'en 1954 en Israël pour les crimes de droit commun, pour le meurtre, comme il y avait en France jusqu'en 1981, où ça, je suis de ceux qui sont pour que ça doit rester évidemment annulé et pas appliqué. Mais dans le cas des terroristes, donc on parle vraiment d'une volonté de destruction de l'État d'Israël, d'une volonté de crime contre l'humanité dans le cadre d'une guerre nationale. Alors là, oui, c'est tout à fait légitime, bien sûr, au regard du droit hébraïque.
Et c'est en totale cohérence avec la Bible et avec la tradition juive. Alors justement, Déborah, la question se pose sur cette peine de mort, d'autant qu'il y a de nombreux terroristes, on l'a dit, liés au 7 octobre, qui attendent leur jugement et qui risquent, eux, d'être condamnés à la peine de mort. Oui, il faut savoir que fin décembre, un projet de loi a été proposé et adopté en première lecture. L'objectif, c'est de traduire en justice les terroristes de la Nourba et leurs complices qui ont commis des actes de meurtre, d'enlèvement, de viol et de pillage entre le 7 et le 10 octobre. Alors ce projet de loi, il prévoit d'ailleurs d'infliger la peine de mort aux terroristes et un procès est donc prévu. Et pour ce procès qui sera évidemment d'une ampleur sans précédent, c'est le parquet militaire qui sera en charge. Un tribunal militaire spécial sera créé spécifiquement pour enquêter sur les accusations qui sont portées contre les terroristes de la Nourba et les participants au massacre. Ce tribunal, il sera chargé de larges pouvoirs pour juger ces infractions évidemment très graves, notamment celles qui relèvent de la loi sur le génocide, des atteintes à la souveraineté de l'État, de l'aide à l'ennemi en temps de guerre et des actes de terrorisme. La loi qui stipule d'ailleurs que le tribunal pourrait déroger aux règles de procédure et de preuve habituelles, compte tenu de l'ampleur des atrocités et de la complexité des éléments de preuve. Les audiences seront d'ailleurs publiques et retransmises sur un site internet dédié. À noter, c'est que les personnes qui sont condamnées en vertu de cette loi ne seront pas prises en compte dans de potentiels accords ultérieurs de libération de prisonniers. Ça ressemble au tribunal et la publication au procès Eichmann et Nuremberg, Eichmann. L'enquête, Déborah, sur ces atrocités est elle-même hors norme. Oui, c'est un travail évidemment de longue haleine, puisque depuis près de 2 ans et demi, les services de renseignement travaillent activement pour documenter les tortures, les viols, les assassinats qui ont été menés le 7 octobre, notamment grâce à des preuves qui ont été trouvées par exemple sur les ordinateurs portables qui ont été saisis au cours des opérations militaires à Gaza. C'est en fait une collaboration entre le Shin Bet, la police et le parquet pour poursuivre tous les participants au massacre qu'Israël a réussi à capturer et à détenir. On parle déjà au niveau du parquet de 300 terroristes de la Nourba pour lesquels les actes d'accusation sont prêts. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enquête concerne un grand nombre de suspects qui ont été appréhendés en fait en 3 phases. Il y a eu d'abord le 7 octobre, puis quelques jours plus tard pendant le déminage de la zone, et puis encore pendant les opérations qui durent, même encore jusqu'à présent. Donc des dizaines de scènes de massacres et de destruction ont été examinées pour cette enquête. Merci Déborah. On voit le fait de devoir juger ces terroristes, c'est vraiment une question très importante mais très difficile. Vous parliez justement pendant que Déborah faisait sa chronique du procès de Nuremberg. Ça ressemble parce qu'il y a plus d'un accusé, ce qui n'était pas le cas pour Eichmann, c'était un seul. Là, il y en a au moins 300. Comment est-ce qu'on monte ce genre de procès, Tom Kalfon ? C'est beaucoup de travail. J'ai déjà entendu les chiffres qui ont été publiés. On parle de dizaines de milliers d'extraits vidéo qui sont actuellement analysés donc, par le procureur, par les bureaux du procureur. Il faut comprendre c'est quoi, puisque en fait, ces terroristes, dans beaucoup de cas, avaient une caméra GoPro sur eux. Dans certains cas, ils ont fait des Facebook Live, nous le savons. Et donc, il y a tout ce qui a été saisi donc, en direct. Et puis après, dans les saisies durant l'opération militaire de Tsahal. Donc, c'est énormément de documentation, puisqu'on veut quand même faire un procès, comme on a l'habitude de le faire, en levant la charge de la preuve et comme le veut le droit israélien. Donc, ça va ressembler, comme vous l'avez dit, à Nuremberg, à Eichmann, où on avait fait venir les témoignages. Là aussi, on a beaucoup de témoins, en tout cas des gens qui ont survécu dans les kibbutzim, à la Nova. Et donc, c'est tout un travail qui, je crois, aussi a une portée, je pense, au-delà du côté droit et jugement. Je crois qu'il a une portée nationale et voire même internationale. Et mémorielle. De raconter ces événements, d'éduquer. Parce qu'on sait qu'après le procès Eichmann, les langues se sont déliées en Israël par rapport à la Shoah, puisque c'était presque un sujet tabou. Et c'est le procès qui avait permis aux gens de parler. J'espère que là aussi, ce sera au-delà de l'aspect juridique ce que peut apporter ce procès. Alors, il y a une vraie question qui est difficile. Vous êtes avocat, il va falloir défendre ces terroristes de la Nourba. Philippe Koskas, c'est une obligation, c'est la loi. Et finalement, qui va le faire ? Écoutez, ça c'est un problème personnel. Un avocat, il peut accepter de prendre sur lui la représentation d'une ou telle personne. Il peut refuser. De toute façon, pour moi, il est inconcevable qu'il ne soit pas représenté. Peut-être pas directement par des avocats israéliens, ceux qui le voudront. Il y a peut-être des avocats, ils trouveront des avocats israéliens ou ils trouveront des avocats étrangers qui seront représentés par des avocats israéliens. Moi, ça me paraît évident que les 300 personnes, ou peut-être même plus, seront représentées. C'est la culture juridique israélienne, donc là-dessus, il n'y a aucun problème. J'ai juste un tout petit point à rajouter, c'est que le cadre juridique dans lequel on a parlé à propos de la proposition de Ben Gvir n'est pas le même cadre juridique sur lequel les assassins du 7 octobre vont être confrontés.
Parce que comme l'a bien dit, il l'a dit mon confrère Maître Khalfon, il y aura la charge de la preuve. C'est-à-dire ce va être du droit pénal israélien traditionnel. Il n'y aura pas de peine automatique, comme veut le dire la future loi de Ben Gvir. Et donc, à ce moment-là, il y aura évidemment une liberté d'appréciation du tribunal, il y aura une procédure d'appel, il pourra éventuellement avoir une grâce. Donc, si vous voulez, c'est un autre cadre juridique, c'est le cadre juridique traditionnel. Et on verra, moi je considère qu'un procès comme ça risque de permettre aux Israéliens peut-être de être confrontés de manière un peu, de faire un peu plus la paix avec ce qui s'est passé au niveau du 7 octobre. On a vu la récupération des otages, ça a été une part, mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire. La société israélienne est une société blessée et une société qui n'a pas encore cicatrisé. Et je crois que ce travail-là, le travail judiciaire va permettre à nous tous, en tant qu'Israéliens, c'est pas à nous tous, de pouvoir essayer un peu de commencer à cicatriser ce qui s'est passé. Yom Tov Khalfon, cette idée de devoir défendre un terroriste, bon, j'imagine que vous ne le ferez pas, mais d'autres confrères vont devoir le faire. C'est une question morale. Un terroriste, un pédophile, c'est le cas. C'est des questions que tous les avocats, surtout les avocats pénalistes, se posent. C'est pas très différent de d'autres cas. Évidemment, la loi israélienne fixe que toute personne, il y a la présomption d'innocence et toute personne a le droit d'être représentée. Si aucun avocat ne veut représenter, alors il y a des avocats commis d'office, la loi le permet. Et donc, dans ce cas-là, je pense que ça ne sera pas compliqué de trouver cela. Il y a, je crois, des avocats en Israël qui seront prêts à défendre le dossier, connaissant un petit peu la nature des avocats en Israël. On a déjà eu des précédents, et même Eichmann et même Damianouk, à l'époque, étaient représentés par des grands avocats israéliens. Donc, sur ça, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le système en Israël est assez solide. Pour continuer sur ce qu'a dit Maître Koskas, au-delà de la société israélienne, ce procès du 7 octobre, je pense qu'il a aussi un effet international, notamment face aux nouveaux négationnistes qu'on entend déjà, notamment en France, dans certains... déjà le 8 octobre. Voilà, dans certains partis politiques, dans certains, notamment l'extrême gauche en France, on entend déjà des propos négationnistes qui remettent en cause le 7 octobre, le côté terroriste du Hamas, en parlant d'organisation de résistance, etc. Donc ça a aussi un effet là pour l'histoire avec un grand H, puisque comme avec la Shoah, les négationnistes malheureusement sont encore là, et ce procès peut être là pour être une preuve face à l'histoire. Et il reste 30 secondes chacun pour conclure. Est-ce qu'ils seront condamnés, eux, à la peine de mort, d'après vous ? J'espère que oui, personnellement, et pas que eux. J'espère que quelqu'un qui se lève pour nous détruire, pour détruire le peuple juif, pour détruire l'État d'Israël, comprenne qu'en fin de compte, il mourra et qu'il ne sera pas libéré à l'avenir par un accord de libération d'otages, et que donc la seule issue, c'est la mort, et en espérant que c'est un effet dissuasif. Si ce n'est pas dissuasif, au moins, ce ne sera que justice. Oui, bon, en général, il y a 2 avocats, 3 idées. Là, je rejoins l'avis de mon confrère. C'était trop facile. Hein. Mais d'un autre côté, pour moi, c'est vraiment fondamental que la société, ici, on ne peut pas remettre ces personnes en prison. On ne peut pas se permettre le luxe d'avoir vu de telles atrocités, de telles blessures, et de pouvoir faire germer au sein de nos prisons le prochain Arié Sinois. Merci beaucoup à tous les deux. Merci aussi à vous, Déborah Benayoun. Il est temps de retrouver notre clin d'œil de la semaine. Alors, on pensait que TikTok appartenait aux ados. Raté. Des grands-mères explosent les compteurs, répondent aux haters jusqu'à 4 heures du matin et transforment leur sagesse en millions de vues. Parmi elles, Ada, 91 ans. Regardez. Les nouvelles stars de TikTok ne sont pas celles que l'on croit. Le réseau social associé aux jeunes voit émerger une nouvelle génération de célébrités, loin des clichés, des stéréotypes. Des grands-mères de plus de 80 ans et même de plus de 90 ans qui accumulent des millions de vues et séduisent des publics bien au-delà de leur cercle familial. Il y a par exemple Ada, elle a 91 ans et elle partage avec ses abonnés humour, recettes, conseils de vie et sagesse. À l'origine de ces vidéos postées sur TikTok, sa petite fille. J'ai écrit quelque chose et ma petite fille, j'ai une petite fille formidable. Elle s'appelle Adar. Elle m'a dit « Mamie, c'est parfait pour TikTok. Tu me laisses le mettre sur TikTok ?» Je lui ai dit « Mais c'est quoi ça ?» Elle m'a expliqué et j'ai dit « Oh, c'est super intéressant. On peut toucher autant de gens d'un coup ?» Elle m'a dit oui. Alors j'ai dit « Apprends-moi s'il te plaît. » En une demi-heure, elle m'a appris ce que c'était que TikTok et comment publier. Et quand elle est partie, j'en avais déjà fait 3 d'un coup.
Et j'ai vu qu'on disait « Bravo, tu as raison, qu'est-ce que tu es gentil, tu es formidable ». Je me suis dit « Waouh, ce TikTok, c'est un trésor, vraiment, c'est quelque chose ». J'ai commencé à 0 et maintenant 15 300 abonnés. Ada est auteure. Elle a écrit pas moins de 38 livres traduits en plusieurs langues. Elle a reçu de nombreux prix dans sa carrière. Pas étonnant qu'elle suive assidûment l'actualité et souvent accompagnée par sa voisine, elle livre son avis mordant sur les réseaux sociaux. Notre pétition sur 2026, comme l'année de la paix globale, reçoit énormément de clics. Le secret de son succès réside peut-être dans sa patience à répondre à tous ceux qui l'interpellent. Tu es fou, tu racontes n'importe quoi. Encore une fois, tu racontes n'importe quoi. Dire cela, ce n'est pas convaincant. Mais leur répondre, je leur réponds à tous, à tout le monde, un par un. Je leur réponds jusqu'à 4 heures du matin. Oui, je suis sur TikTok jusqu'à 4 heures du matin. Et pas seulement TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur X. Oui, j'ai une liste, je coche toutes les cases. Pour beaucoup de leurs abonnés, les seniors comme Ada représentent plus que de simples créateurs de contenu. Ils incarnent authenticité, chaleur humaine et la preuve qu'on peut apprendre, rire et se réinventer à tout âge. Sur TikTok, la génération des plus de 80 ans n'est plus invisible. Elle prouve que la sagesse peut devenir virale. Regard croisé, c'est terminé pour cette semaine. Merci de nous avoir accompagnés. Dans un instant, le journal avec Christopher Barolin. En attendant, bonne soirée sur i24 News.